bonjour. Je suis ravi d'être devant vous ce matin. Merci à Xavier Pavie et à l'équipe de l'ESSEC de m'avoir invité. Je vais vous parler aujourd'hui de technologie. Je vais vous parler des technologies NBIC et du moment singulier où nous sommes dans notre rapport à notre identité humaine, qui est lié au fait que les frontières de nos limitations, les frontières de notre espérance de vie, les frontières de la maladie, de la longévité vont être bouleversées par la technologie dans les années qui viennent. Vous avez peut-être vu que Google vient de lancer une filiale qui s'appelle Calico, dont l'objectif est d'augmenter l'espérance de vie de 20 années d'ici 2035. Le fait que Google rentre dans la lutte contre le vieillissement et dans la lutte contre la mort est quelque chose de très significatif. C'est la preuve que la médecine, qui était jusqu'à présent un artisanat, devient une industrie, devient un secteur industriel et change complètement de règles. C'est également le signe qu'un changement de société est en train d'opérer à cause de la technologie et va modifier nos rapports à notre existence et à notre identité dans les décennies qui viennent. Si Google veut lutter contre la mort et faire reculer les limites de notre espérance de vie, il y a à ça 3 raisons. La première raison, c'est que les principaux dirigeants de Google sont des intellectuels transhumanistes. Les fondateurs, Sergey Brin et Larry Page, sont des transhumanistes convaincus, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il est légitime d'utiliser toute la puissance des technologies NBIC pour faire reculer la mort, quitte à modifier notre identité biologique et notre identité génétique. Ray Kurzweil, qui est le patron du moteur de recherche, c'est-à-dire le responsable de l'algorithme de Google, est le leader mondial des associations transhumanistes. C'est lui qui détermine dans quel ordre, quand vous tapez un mot dans Google, les résultats arrivent. Le leader mondial du transhumanisme, c'est lui qui détermine dans quel ordre vous recevez les informations quand vous tapez dans le moteur de recherche. C'est lui qui formate vos esprits. Enfin, Vincent Cerf, qui est le fondateur du web, le cofondateur du web, et qui est un des grands dirigeants de Google également, est également un intellectuel transhumaniste convaincu que l'homme doit s'augmenter, s'hybrider avec la machine pour augmenter ses capacités dans les décennies qui viennent. Donc, première raison de l'entrée de Google dans la lutte contre la mort, une raison idéologique, une raison politique. La deuxième raison, c'est que les technologies d'électronique médicale et la génétique vont multiplier par 1 million en une décennie le volume de données dans nos dossiers médicaux. Le séquençage de l'ADN, cela génère 10 téraoctets de données, 10 000 gigas, 10 000 milliards d'informations par patient. Qui mieux que Google est capable de traiter ce volume impressionnant de données? En tout cas, pas les médecins. Pas les médecins. Deuxième raison, c'est donc une raison liée au volume de données qui va exploser dans la santé. La troisième raison, c'est une raison purement technologique, c'est que les technologies NBIC sont en train d'arriver à maturité. Alors, NBIC, vous ne connaissez peut-être pas tous forcément l'acronyme. N, c'est nanotechnologie. Ce sont les technologies qui permettent d'agir à l'échelle du milliardième de mètre, c'est-à-dire de modifier la matière à l'échelle des cellules, à l'échelle des constituants de nos cellules. B, les biotechnologies, qui permettent d'agir sur la matière biologique et notamment sur notre ADN. I, l'informatique. Et puis C, les sciences cognitives, qui sont les sciences de l'intelligence artificielle, des algorithmes, et puis les sciences du cerveau. Ces 4 vagues technologiques sont en train de fusionner et de créer une authentique révolution dont le premier point d'impact va être la médecine et la lutte contre la maladie et la mort. Quelques exemples.
à l'interface entre les sciences cognitives et l'informatique. Vous avez Google, vous avez les techniques d'implantation d'implants électroniques dans le cerveau, notamment dans la maladie de Parkinson et dans un certain nombre d'autres désordres cérébraux. Vous avez ce qu'on appelle les MOOC, les cours en ligne. À l'interface entre les nanotechnologies et les sciences cognitives, vous avez toutes les technologies développées notamment à Singapour de nano-implants pour modifier le fonctionnement de notre cerveau. À l'interface entre les nanotechnologies, les sciences cognitives et l'informatique, vous avez le développement des microprocesseurs. À l'interface entre les nanotechnologies, l'informatique et la biotechnologie, vous avez les puces à ADN qui sont en train de révolutionner la médecine. À l'interface entre les nanotechnologies et les biotechnologies, vous avez tous les systèmes de nanocapteurs, de nanomoteurs destinés à changer le fonctionnement de nos cellules et donc à faire reculer le front de la maladie. Les réalisations concrètes, Xavier Pavy en a dit quelques mots tout à l'heure, elles commencent à être spectaculaires. La démocratisation du séquençage ADN, la création de tout un tas de tissus à partir de cellules souches, les micro-robots chirurgicaux, la réalisation des premières cellules artificielles, la fabrication de spermatozoïdes et d'ovules à partir de cellules de peau, grâce à la technique développée par le prix Nobel Yamanaka, le prix Nobel de médecine 2012. Le front des innovations NBIC est absolument stupéfiant, est absolument spectaculaire. Quelques exemples de la croissance très rapide de ces technologies. Le coût des enzymes qui permettent de casser l'ADN et de changer un morceau d'ADN a été divisé par 1000 en 9 ans. Le coût des séquenceurs ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. Le séquençage ADN a vu son coût divisé par 3 millions en 10 ans. Il y a 15 millions de fois plus de puissance informatique dans un iPhone 5S qu'il y en avait dans la fusée lunaire Apollo 11 qui a envoyé 2 hommes sur la Lune en 1969. La puissance des serveurs informatiques a été multipliée par 1 milliard en 30 ans. 1 milliard en 30 ans, et elle va encore être multipliée par 1 milliard en 30 ans. Tout cela grâce à la loi de Moore. Gordon Moore est le fondateur des microprocesseurs Intel, et il avait prophétisé en 1965-66 que la puissance des microprocesseurs et des circuits intégrés allait doubler à prix constant tous les 18 mois à 2 ans, et cette prophétie a toujours été confirmée. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la taille des circuits intégrés dans les microprocesseurs arrive à la taille de quelques nanomètres, c'est-à-dire de quelques atomes de large. Nous sommes bien dans le cadre des nanotechnologies. 7 nanomètres, ça fait 7 atomes de large. Nous sommes bien au cœur des nanotechnologies. Et l'électronique est bien évidemment un composant très important des technologies NBIC. Ce n'est pas de la biologie, mais notre capacité d'écoute des civilisations extraterrestres à partir des antennes comme celle du SETI a été multipliée par 100 000 milliards en 20 ans. Ce n'a toujours pas permis de repérer des civilisations extraterrestres. Les NBIC sont au XXIe siècle ce que les technologies ATAS ont été aux années 1890 et au XXe siècle. L'aéronautique, le téléphone, la chimie, l'électricité, l'automobile ont révolutionné le XXe siècle, comme les technologies NBIC sont en train de révolutionner le XXIe siècle. Il y a cependant 3 différences entre les technologies qui ont fondé le XXe siècle et les technologies qui sont en train de fonder le XXIe siècle. La première différence, nous sommes en France, je vais dire quelques mots de la France, c'est que la France était la Californie des années 1900, maîtrisait parfaitement toutes les technologies du début du siècle dernier, et qu'aujourd'hui, elle n'est pas bien puissante dans les technologies NBIC, qui sont un monopole des pays qui bordent le Pacifique. La deuxième différence, c'est que les technologies qui ont construit le XXe siècle, elles touchaient la matière inanimée,
alors que les technologies NBIC visent à changer nos cellules, à changer nos chromosomes, à modifier nos neurones. L'objet de la révolution NBIC, c'est l'homme, c'est nous. Et c'est en cela profondément différent de ce qu'a été la révolution technologique du XXe siècle. Troisième différence, enfin, c'est que les technologies NBIC, elles sont scalables, c'est-à-dire qu'elles sont exponentielles. L'automobile ne voit pas son coût divisé par 3 millions en 10 ans. Le coût du séquençage ADN, oui. La vitesse des avions n'est pas multipliée par 1 milliard en 30 ans. La puissance des microprocesseurs, oui. Les technologies dont nous parlons, elles sont exponentielles et donc elles croissent très vite. Et l'automobile ou l'électricité ont été révolutionnaires, mais ce n'étaient pas des vagues technologiques au sens où les technologies NBIC le sont, car ce n'étaient pas des industries dont la croissance était exponentielle. La médecine au XXIe siècle, drivée, conduite par les technologies NBIC, elle va entraîner 8 grands types de conséquences. La première, on l'a vu, c'est que comme ce sont des technologies exponentielles, elles sont imprévisibles. En 1990, il y avait un consensus scientifique mondial pour dire que nous ne saurions jamais séquencer la totalité de nos chromosomes, la totalité de notre ADN. 20 ans plus tard, le séquençage de l'ADN est devenu quelque chose de totalement banalisé, de totalement commoditisé. Vous voyez que ces vagues technologiques sont tellement rapides que des choses qui étaient considérées comme impossibles deviennent réalité. Donc l'imprévisibilité va être la marque technologique du XXIe siècle. Deuxième conséquence, c'est que la valeur ajoutée dans la médecine va changer de main. Aujourd'hui, la valeur ajoutée médicale, elle est dans la main du médecin. Demain, le data mining va être plus important que le stéthoscope. Ce n'est plus le médecin qui fondera la médecine, ce n'est plus le médecin qui déterminera la valeur ajoutée médicale. Le pouvoir médical, de fait, va être redistribué en faveur des gens qui maîtriseront la technologie et des sociétés qui contrôleront les algorithmes médicaux. Il y aura de nouveaux acteurs dans le monde de la médecine, principalement des gens situés sur les écosystèmes de type californien, et l'entrée de Google dans la lutte contre la maladie et la médecine est très significatif de cette évolution. Il y aura des bouleversements économiques importants parce que la zone Asie-Pacifique est maîtresse des technologies NBIC. La quasi-totalité du potentiel NBIC est dans la zone Asie-Pacifique. La Chine représente 50% du potentiel de séquençage ADN. L'Europe, pas loin de zéro. Nous allons enfin avoir des externalités majeures, ce qu'on appelle une externalité en économie, c'est-à-dire des conséquences collectives de nos décisions individuelles. Changer notre identité biologique, changer notre génome dans les décennies qui viennent va conduire à modifier l'espèce humaine. Et donc nous allons avoir beaucoup de questions que je qualifierais de biopolitiques. Comment encadrer, comment maîtriser, comment réguler le pouvoir extraordinaire que nous allons avoir sur notre nature biologique, sur notre nature génétique. Ceci est vertigineux et le sera de plus en plus et aura des implications philosophiques. Enfin, et c'est quelque chose de nouveau en médecine, la médecine va devenir un instrument de puissance. La Chine a lancé un grand programme de séquençage des surdoués, c'est-à-dire des gens ayant plus de 160 de quotient intellectuel. L'objectif avoué de ce programme est de retrouver les variants génétiques explicatifs de l'intelligence, de manière, par sélection des embryons, d'augmenter le quotient intellectuel de la population chinoise au cours du XXIe siècle. C'est l'objectif avoué des organisateurs de ce grand programme de séquençage chinois. Vous imaginez bien que si, je parle pour l'Europe, nos pays sociodémocrates de gauche, humanistes, sont face à des gens qui demain considèrent qu'il est légitime d'augmenter le quotient intellectuel de la population par modification génétique,
nous pourrions être dans une situation d'infériorité très forte, ce qui ne manquerait pas de poser quelques problèmes et peut-être nous conduirait à avoir mandarin en première langue pour nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants et français en option langue régionale. Où nous mènent les technologies NBIC? Où nous mène cette médecine drivée par la technologie? En tout cas, très loin de la médecine qu'on m'a appris quand j'étais jeune chirurgien. Bien, bien loin. Aujourd'hui, il y a 3 grandes vagues technologiques qui sont à l'œuvre et qui vont s'étaler jusque dans les années 2040. La première, c'est l'hybridation de nos corps avec des composants électroniques. C'est quelque chose qui a commencé avec le pacemaker, dès les années 70, chez les gens ayant des problèmes de rythme cardiaque, qui a continué avec les implants cochléaires, qui sont des circuits électroniques que l'on met dans le cerveau des enfants sourds pour leur permettre d'entendre, et qui est maintenant une technologie totalement banalisée. Puis les implants intracérébraux dans la maladie de Parkinson, à partir de 2008, dans les troubles alimentaires compulsifs et les troubles obsessionnels graves, à titre expérimental dans l'Alzheimer, puis la rétine artificielle, les implants électroniques dans la rétine autorisés depuis 2012, qui ne donnent aujourd'hui qu'une vision chez les aveugles médiocre, puisque ce sont des implants qui ne donnent que quelques centaines de pixels de définition visuelle, mais on devrait être vers 100-150 000 pixels dès 2020, et puis 1 million de pixels, c'est-à-dire la vision normale dès 2030. Les organes électroniques comme le cœur Karma, dont le premier a été implanté à Paris il y a quelques jours. Enfin, la robotique chirurgicale qui se développe rapidement et qui va faire ce dont je ne me réjouis pas forcément en tant que chirurgien, qui va faire que le chirurgien de 2030 ne touchera plus un malade, sera un spécialiste de biomécanique et d'informatique, et que la quasi-totalité des opérations se feront par robotique chirurgicale à cet horizon. Première vague technologique, l'électronique. La deuxième vague technologique, qui est plus spectaculaire encore, c'est l'ingénierie du vivant, qui a 3 facettes. La première facette, c'est la modification de notre ADN, c'est-à-dire l'ingénierie génétique, qui vise à corriger les mutations de notre ADN qui entraînent des maladies. La deuxième, c'est l'ingénierie cellulaire, c'est-à-dire la régénération des tissus grâce à la technologie des cellules souches. Et puis enfin, l'ingénierie tissulaire qui consiste à fabriquer des organes entiers à partir de matrices de polymères avec des cellules souches. Par exemple, en 2011, pour la première fois, on a implanté chez un patient qui n'avait plus de larynx, un larynx artificiel fait de polymères et tapissé de cellules souches. Ça, c'est la couverture de Nature, la plus grande revue scientifique au monde, il y a 2 ans, quand on a réussi à fabriquer une rétine à partir de cellules souches en éprouvette, intégralement en éprouvette, ce qui est tout à fait spectaculaire. De même, ça, encore plus spectaculaire, c'est il y a quelques mois, la fabrication de mini-cerveaux à partir de cellules souches, en éprouvette. De mini-cerveaux en éprouvette à partir de cellules souches. C'est quelque chose qu'on peut produire, par exemple, à partir de cellules souches issues de nos cellules de peau. Troisième vague technologique, un petit peu décalée par rapport aux 2 premières, c'est la nanomédecine. C'est-à-dire l'utilisation des nanotechnologies pour modifier le fonctionnement de nos cellules. La première conférence de nanomédecine s'est tenue en 2012. Vous voyez ça, ce n'est pas de la médecine, mais c'est quand même assez spectaculaire. Là encore, c'est la couverture de Nature. La première voiture nanométrique, 3 nanomètres de large, voiture fonctionnant, 3 nanomètres de large, qui a été produite à Singapour par Joachim. La nanomédecine sera quelque chose d'absolument spectaculaire dans les décennies qui viennent et va nous confronter à de vraies questions philosophiques sur le pouvoir que nous avons sur notre nature biologique et sur les limites que nous devons y mettre. Je passe le détail de tous les projets nanotechnologiques, mais tout ceci est vraiment vertigineux. En termes de timing, 2015,
on y est, c'est la généralisation du séquençage de l'ADN. 2020, la maîtrise complète de la technologie des cellules souches pour régénérer nos tissus, et puis de la thérapie génique, c'est-à-dire de la modification de nos chromosomes, de la modification de notre ADN. Enfin, à partir de 2025, la nanomédecine va devenir présente dans la médecine de tous les jours. D'autres vagues technologiques, au cours du siècle, vont se développer. Pour la plupart, nous ne les connaissons pas encore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces technologies explosives conduisent à faire émerger des innovations technologiques inattendues. Pourquoi ce tsunami technologique n'a pas été vu? Pourquoi, par exemple, pour le séquençage ADN, personne n'a imaginé que l'on irait si vite? Et il y a deux raisons. La première raison, c'est que tout ceci est resté jusqu'à aujourd'hui assez largement dans les laboratoires et que le grand public ne l'a pas vu. La démocratisation du bricolage du vivant commence à peine aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, c'est que les scientifiques et les médecins sont nuls en prospective et n'ont absolument pas imaginé le futur. Jacques Monod, le fondateur de la biologie moléculaire moderne, prix Nobel de médecine, écrivait en 1970 dans Le hasard et la nécessité: la taille de l'ADN interdit sans doute à tout jamais de modifier le génome. En 1975, on débutait les premières manipulations génétiques chez la bactérie, 5 ans après son livre, prétendant que c'était à tout jamais impossible. Tout jamais, c'est long. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, en 1990, il y avait un consensus international des généticiens pour dire que l'on ne pourrait jamais séquencer la totalité de nos chromosomes. C'est aujourd'hui quelque chose de banal, et ce qui était à tout jamais impossible, là encore, est tellement commoditisé que j'ai la totalité des 3 milliards de messagers chimiques de mon ADN sur cette clé USB, que je vous demande de ne pas me voler. Ces technologies, elles sont scalables. Elles sont scalables parce que les technologies sous-jacentes sont elles-mêmes scalables, qu'il s'agisse de la loi de Moore, qu'il s'agisse de la loi de Carlson. Et c'est probablement ce qui est le plus intéressant, mais aussi le plus troublant d'un point de vue philosophique et politique, c'est que le futur qui vient va être porteur de plein d'innovations et de plein d'opportunités, mais qu'il va être extrêmement difficile de le dessiner du fait du caractère explosif des technologies qui le portent. En tout cas, vous ne vous ennuierez pas. La puissance informatique est fondamentale en médecine. La lutte contre la maladie, la compréhension du fonctionnement de nos organes est quelque chose d'extraordinairement complexe. Une cellule, c'est d'une complexité absolument inouïe. Une puissance informatique extrêmement forte est nécessaire pour comprendre le vivant, puis le bricoler. Or, justement, la puissance informatique, elle explose. Si vous prenez l'évolution de la puissance informatique depuis quelques décennies, les serveurs atteignant le kiloflop, le flop c'est une opération par seconde, une opération à virgule flottante par seconde. Donc les premiers serveurs informatiques faisant 1000 opérations par seconde, c'est 1950. 1 million, le méga, 1964. 1 milliard, le giga, 1986. Le téra, 1000 milliards, 1997. Le péta, 1 million de milliards, c'est 2007. Aujourd'hui, le plus gros ordinateur au monde fait 33 pétaflops, c'est-à-dire 33 millions de milliards d'opérations par seconde. Le seuil de l'hexaflop, 1 milliard d'opérations par seconde, va être atteint fin 2018, début 2019. Peut-être à l'été 2019. Intel estime que le zetaflop, 1000 milliards d'opérations par seconde, sera atteint avant 2030. Et on pronostique le yottaflop, 1 million de milliards d'opérations par seconde, en 2039. Alors, on n'est pas là pour faire un cours d'informatique et parler que de microprocesseurs, mais il faut bien comprendre que ces différents seuils de puissance informatique sont fondamentaux dans notre capacité à comprendre le vivant et à le modifier. Pour pouvoir lire l'ADN de quelqu'un, il faut 1 teraflop. 1000 milliards d'opérations par seconde, c'est ce qui est nécessaire pour séquencer l'ADN. Pour
modéliser le fonctionnement d'une cellule, il faut un pétaflop, 1 million de milliards d'opérations par seconde. Pour représenter la totalité des 100 milliards de neurones que nous avons dans notre cerveau, il faut une puissance d'un hexaflop. Donc on ne sait pas encore le faire, mais on va savoir le faire d'ici la fin de la décennie. Il faut 1000 milliards d'opérations par seconde pour représenter toutes les synapses, c'est-à-dire les 1000 interfaces de chacun de nos 100 milliards de neurones. Enfin, une puissance de l'ordre du yottaflop est nécessaire pour reproduire, d'un point de vue informatique, une intelligence à peu près équivalente à l'intelligence humaine, c'est-à-dire pour développer une authentique intelligence artificielle. L'explosion de la puissance informatique fait exploser notre capacité de compréhension et de modification du vivant. Aujourd'hui, un pétaflop tient dans une seule armoire, dans un seul rack informatique. Nous sommes effectivement à l'année zéro des technologies NBIC. Et le premier objet palpable de la révolution NBIC, ce sont les séquenceurs ADN de nouvelle génération, qui sont un mélange de nanotechnologie, de biotechnologie, d'informatique et d'intelligence artificielle, donc de cognitique, le C de NBIC. Le coût du séquençage, je vous le disais tout à l'heure, a été divisé par 3 millions en 10 ans. Le premier séquençage a coûté 3 milliards de dollars, a mobilisé 22 000 chercheurs sur les 5 continents et a duré 13 ans. Aujourd'hui, ça dure quelques heures, ça coûte 1000 dollars et il faut un technicien Bac-3 pour appuyer sur le bouton Start. Je ne suis pas sûr que ça va être simple à traduire pour le traducteur. Dans une vie entière, un généticien séquençait à peu près 1000 des 3 milliards de messagers chimiques de nos chromosomes. Une vie entière de généticien, 1000 des 3 milliards, 1000 messagers chimiques sur les 3 milliards. Aujourd'hui, les séquenceurs de nouvelle génération séquencent 50 milliards à l'heure, de façon automatique. Le nombre d'humains séquencés a donc explosé. Nous avons déjà dépassé 1 million, en partant de 1 en 2003 et 2 en 2007. Vous voyez que la courbe est vraiment exceptionnelle. Le coût s'est effondré, donc 3 milliards le premier, 1,5 million le deuxième séquençage ADN en 2007, après 180 000 dollars, etc. On est autour de 1000 dollars et bientôt 100 dollars. Le coût de la lecture des 3 milliards de messagers chimiques de notre ADN va bientôt coûter le prix d'un jean non griffé. Le séquençage permet énormément de choses sur la compréhension de nos origines. On a même séquencé nos ancêtres, puisque l'ADN se conservant à peu près 1 million d'années, on a pu séquencer l'homme de Néandertal, l'homme de Denisovanen. On va bientôt séquencer Homo erectus, qui est un ancêtre un petit peu plus éloigné. C'est comme cela qu'on a découvert que Néandertal parlait, car Néandertal a le même variant du gène FOXP2 que nous, donc parlait. Ça n'est pas très intéressant en médecine, mais c'est intéressant pour comprendre nos origines. Donc la génomique nous permet de comprendre le fonctionnement de nos organismes, de déterminer nos prédispositions aux maladies, et puis de piloter notre parcours de santé et de développer des innovations médicales. Bien sûr, il y a souvent une grande confusion entre l'hérédité, les gènes, les prédispositions, etc., etc. Il faut bien comprendre que notre génome n'entraîne pas une certitude de maladie. Et il y a des maladies qui sont acquises au cours de la vie avec des modifications de notre ADN qui interviennent au cours de notre vie. Par exemple, tous les cancers sont d'origine génétique. 100% des cancers sont liés à une anomalie de l'ADN. Mais seulement 15% des cancers sont héréditaires, c'est-à-dire que l'anomalie de l'ADN, nous l'avions le jour de notre naissance. Dans 85% des cas, les cancers sont liés à une anomalie de l'ADN que nous avons acquise au cours de la vie. Le cancer, c'est important. 1 sur 3 d'entre nous aura un cancer. Si ce n'est pas vous, c'est votre voisin de gauche ou votre voisin de droite, statistiquement.
Le cancer est un vrai enjeu. Le cancer est un vrai sujet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est beaucoup. Dans la salle, ça va faire 200 cancéreux. Un tiers de la salle. Dire qu'on a une anomalie génétique ne signifie pas forcément un arrêt de mort. La médecine permet de lutter contre les anomalies génétiques et contre les mauvais variants génétiques. Si vous prenez par exemple la phénylcétonurie, qui est une maladie qui est dépistée en Amérique du Nord et en Europe de façon systématique à la naissance, et qui est une anomalie génétique d'une enzyme, qui entraîne un handicap mental gravissime chez l'enfant, il suffit d'un régime jusqu'à l'adolescence pour éviter la maladie. Donc, découvrir la mutation n'est pas le signe d'une certitude de handicap mental chez l'enfant, puisqu'un régime alimentaire adapté va permettre d'éviter l'arrivée du handicap. Donc la médecine est justement là pour que les horreurs que nous découvrons dans notre génome, dans notre ADN, soient évitées grâce à des interventions médicales classiques ou des interventions génétiques spécifiques. L'exemple du cancer, je vais passer très rapidement, mais ça c'est Steve Jobs qui est mort assez maigre de son cancer. Vous savez que Steve Jobs a refusé d'être opéré de son cancer et a refusé la chimiothérapie la première année. Il a suivi des médecines douces, homéopathie, acupuncture. Il a mangé végétarien pendant 1 an avant d'accepter d'être soigné par la médecine traditionnelle. Le jour où il a accepté d'être opéré, c'est trop tard. On a ouvert le ventre, il y avait déjà une tumeur énorme. Et il n'a pas pu être opéré et c'est pour ça qu'il est mort. La cancérologie a été profondément bouleversée par la génétique qui a montré que le cancer était une maladie extrêmement compliquée, une maladie qui est différente pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas 2 cancers du sein ou 2 cancers du poumon identiques. Chaque cancer a des mutations génétiques spécifiques, ce qui fait que chaque malade doit être traité avec des médicaments particuliers correspondant à ses propres mutations. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et c'est le séquençage des tumeurs qui a montré cette extrême complexité biologique des cancers, mais je vais passer rapidement parce que je ne suis pas sûr que vous soyez tous des grands spécialistes de génétique des cancers. Où allons-nous sur le plan démographique? Est-ce que cette médecine NBIC va modifier significativement notre espérance de vie? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le recul de la mort ne date pas d'hier. La mort recule depuis 1750. Nous avons commencé à euthanasier la mort au milieu du XVIIIe siècle. Notre espérance de vie a triplé depuis 1750. L'espérance de vie moyenne en France en 1750 est de 25 ans, un petit peu moins de 25 ans. Elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Notre espérance de vie a triplé. Alors, les creux, c'est les morts, ce sont les guerres. Et comme maintenant il y a moins de guerres, ou qu'en tout cas c'est des guerres plus petites, il y a moins de creux. Notre espérance de vie a triplé en 250 ans, ce qui est vraiment spectaculaire et on ne s'en rend pas compte. Jusqu'où va aller le recul de la mort? Jusqu'où la médecine peut-elle augmenter notre espérance de vie? Il y a 4 scénarios. Il n'y a de toute façon que 4 scénarios. Il y a le scénario vert, donc c'est le scénario des écologistes qui pensent que la méchante mondialisation ultralibérale, les OGM, les ondes des téléphones portables, va faire baisser l'espérance de vie. Ce n'est pas le scénario auquel j'adhère. Vous avez un deuxième scénario, c'est le scénario pessimiste, où la technologie s'arrête. Vous avez le scénario bleu, où la technologie progresse et nous permet d'augmenter notre espérance de vie d'environ 3 mois par an, comme aujourd'hui. Donc l'espérance de vie monte à une centaine d'années à la fin du XXIe siècle. Et puis vous avez le scénario rouge. Le scénario rouge, c'est le scénario qui est souhaité et qui est anticipé par Google, et qui est le scénario où la technologie NBIC permet dès le XXIe siècle de faire croître très rapidement l'espérance de vie et de faire reculer la mort plus rapidement qu'auparavant. Où nous mène la technomédecine et jusqu'où
la mort peut reculer, c'est une question philosophique importante, mais la question la plus importante, c'est quel est le prix à payer pour moins mourir et moins vieillir? Quel est le prix en termes de modification de notre humanité? Jusqu'où les modifications que nous pourrions apporter à notre corps vont bouleverser nos repères philosophiques, religieux et politiques? Ce sont des baleines, comme vous l'avez remarqué. Ça, c'est la baleine boréale et ça, c'est la baleine bleue. Alors, ces deux espèces ont été séquencées, ont eu leur ADN séquencé. Il y en a une qui meurt à 35 ans et l'autre à 140 ans. Il n'y a que quelques différences génétiques entre les deux espèces de baleines. Il est assez facile de faire passer l'espérance de vie de la baleine bleue de 35 ans à 140 ans. Alors, ce n'est pas un enjeu médical majeur et il est peu probable qu'on va essayer d'augmenter l'espérance de vie des baleines bleues. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que des modifications génétiques pourraient, dès le XXIe siècle, nous permettre d'augmenter beaucoup notre espérance de vie. On l'a déjà fait chez les souris et chez les rats. C'est quelque chose qui pourrait être fait chez l'homme. Et donc la question qui se pose n'est pas « pourrons-nous le faire ?» mais « devons-nous le faire? Est-il bien de le faire? Faut-il le faire ?» Faut-il passer un pacte faustien, non pas avec le diable, comme dans l'opéra Faust, mais avec l'idéologie transhumaniste? Faut-il accepter d'être biologiquement modifié pour moins souffrir, moins vieillir et moins mourir? C'est la question à laquelle votre génération aura à répondre, et mon sentiment personnel, c'est que vous répondrez oui, tant votre soif de ne pas mourir est forte. Les technologies NBIC, pour personnaliser la médecine, pour régénérer nos organes, pour éviter le cancer, ne posent pas beaucoup de problèmes philosophiques. Ça ne pose pas énormément de problèmes philosophiques. En revanche, on va le voir, la sélection des embryons, le bébé à la carte, le séquençage des fœtus pose des problèmes philosophiques autrement importants, autrement puissants. Donc nous sommes à la naissance de la biopolitique. Il est aujourd'hui possible de séquencer intégralement l'ADN des bébés pendant la grossesse. Avant, la seule chose qu'on savait faire, c'était de regarder s'il y avait une trisomie 21, s'il y avait 3 chromosomes 21, pour dépister ce qu'on appelle en français le mongolisme, la trisomie 21, mais il était impossible de séquencer l'ADN des bébés. Et puis, pour repérer la trisomie 21, il fallait faire une intervention dangereuse, qui est une amniosynthèse, en allant chercher un petit peu de liquide autour du bébé, dans le ventre de la mère, ce qui entraînait, une fois sur 100, la mort du bébé, non souhaitée, à cause d'une hémorragie. Maintenant, il est possible, ce qui aurait semblé complètement fou il y a seulement 10 ans, il est possible de séquencer la totalité de l'ADN du bébé par prise de sang de la maman. La puissance informatique a tellement augmenté qu'en séquençant le sang de la mère, on arrive informatiquement à séparer l'ADN du bébé de l'ADN de la mère. Il y a un petit peu d'ADN du bébé qui passe dans le sang de la mère. C'est pour ça qu'on peut séquencer le bébé. Et on arrive à séparer les séquences ADN de la mère et du bébé grâce à la puissance informatique. Nous risquons de rentrer dans un siècle de l'eugénisme, c'est-à-dire de bébés à la carte, et le choix que les pays occidentaux ont fait sur le dépistage de la trisomie 21 fait penser que nous aurons relativement peu de barrières morales à aller dans le sens du bébé à la carte. 97% des trisomiques dépistés en Europe sont avortés. Il n'y a qu'un trisomique sur 30 qui survit au dépistage. D'ailleurs, il n'y a plus de trisomiques dans nos rues. Il y a des trisomiques adolescents et adultes, mais il n'y a plus d'enfants trisomiques. Il y en a 30 fois moins qu'il y a 25 ans. Et ce choix eugéniste, nous l'avons fait sans nous poser aucune question morale. Je ne condamne pas du tout le dépistage de la trisomie 21. Je dis juste que nous supprimons 29 trisomiques sur 30 sans que ça nous pose aucun problème moral. Demain, nous ferons la même chose avec les enfants myopathes ou avec les enfants atteints de mucoviscidose ou d'autres formes de handicap mental que la trisomie 21.
Donc en réalité, nous avons déjà mis le doigt dans l'engrenage de l'eugénisme, sans nous en être rendu compte. Un trisomique sur 30 survit au dépistage en Europe occidentale et aux États-Unis. Le bébé à la carte est sans doute l'un des problèmes éthiques les plus importants qui va concerner votre siècle. Et comme on va, dans les années qui viennent, découvrir les variants génétiques explicatifs de l'intelligence élevée, on connaît les variants génétiques qui expliquent les quotients intellectuels faibles, dont la trisomie 21. En revanche, on ne connaît pas encore bien les variants génétiques qui donnent les quotients intellectuels. Nous allons être face à des problèmes moraux très importants. Le génomitique est à nos portes. Demain, nous choisirons notre conjoint en fonction de ses caractéristiques génétiques. Dès qu'on est séquencé, dès qu'on a son ADN séquencé, on découvre les anomalies génétiques dont on est porteur, et un nombre important des anomalies génétiques ne nous concerne pas si on est touché sur un seul chromosome et pas sur les deux chromosomes. C'est ce qu'on appelle les maladies récessives, comme la mucoviscidose. Une fois que l'on connaît son patrimoine génétique, on veut vérifier que le conjoint n'a pas les mêmes anomalies génétiques, ce qui donnerait, dans ce cas-là, l'anomalie chez l'enfant. Moi, depuis que je suis séquencé, si je devais avoir à nouveau des enfants, je ferais séquencer mon conjoint, parce que je connais l'horreur des maladies génétiques qu'auraient mes enfants si le conjoint avait la même anomalie génétique que celle dont je suis porteur. Porteur sain, porteur sans être malade directement. Donc le génomitique est à nos portes et demain nous serons tous séquencés. Le plus troublant, c'est la neurogénétique, c'est-à-dire la sélection de l'enfant sur la base du quotient intellectuel futur. Voilà le responsable du programme de séquençage des surdoués en Chine. Il a écrit son premier article dans Nature à 14 ans. Il a lui-même un quotient très élevé. Il expliquait dans le Wall Street Journal que ces problèmes de neurogénétique étaient très troublants pour les Occidentaux, mais pas du tout pour les Chinois. Et qu'il était légitime à ses yeux d'utiliser ces technologies pour augmenter le quotient intellectuel de la population chinoise au XXIe siècle. Et il est vrai que dans la guerre économique basée sur l'intelligence dans laquelle nous sommes immergés, de fabriquer du Bill Gates à la chaîne peut être plus intéressant que de fabriquer de l'ouvrier agricole à la chaîne. Et je n'ai rien contre les ouvriers agricoles. La maternité va être bouleversée au XXIe siècle. Le séquençage des fœtus débute, des embryons débute aujourd'hui. Les thérapies géniques sur les bébés vont être opérationnelles d'ici 2020. Dès 2020, on saura faire chez l'homme ce que l'on sait faire chez l'animal, c'est-à-dire produire un nombre illimité d'ovules. Vous savez que les hommes produisent des spermatozoïdes en grande quantité, près de 100 millions par jour, mais les femmes ne produisent dans une vie entière que 700 ovules. On va être capable, à partir de cellules de peau, par la technologie des cellules souches IPS, de fabriquer un nombre illimité d'ovules chez la femme dès les années 2020-2025. Par ailleurs, il est possible, on sait le faire chez l'animal et on saura le faire chez l'homme, il va être possible à un homme de fabriquer des ovules et à une femme de fabriquer des spermatozoïdes à partir de cellules de peau. Ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est une revendication extrêmement forte des associations gays aux États-Unis. De même que le développement de l'utérus artificiel, pour pouvoir faire des bébés sans avoir besoin de louer un ventre, est une revendication d'une partie des associations gays aux États-Unis. Ben oui, 2 hommes pourront fabriquer un bébé grâce aux spermatozoïdes de l'un des 2 hommes et avec un ovule fabriqué à partir d'une cellule de peau de l'un des 2 hommes, mais il manquera un utérus, sauf si l'utérus artificiel est opérationnel. Je ne porte aucun jugement moral sur ces revendications, je les expose pour vous montrer que les problèmes moraux vont être importants et que le XXIe siècle ne va pas être un long fleuve tranquille. D'un point de vue économique, cette médecine de demain, ça n'est plus une médecine artisanale. Ce n'est plus le médecin qui contrôle la valeur, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, de même que la valeur ajoutée des médias est partie en Californie, chez Amazon, chez iTunes, chez Google,
une partie de la valeur ajoutée médicale va partir chez les gens qui maîtriseront les algorithmes biologiques et génétiques. Il va y avoir une amazonification de la médecine. La médecine, c'est d'abord de l'informatique, c'est d'abord de l'IT, Information Technology. Je vous disais tout à l'heure que le séquençage ADN, et vous serez tous séquencés dans les années qui viennent dans cette salle, c'est 10 téraoctets, 10 000 milliards d'informations par patient, et si le patient est cancéreux, c'est 20 000 milliards. Ce déluge de données va complètement redistribuer le pouvoir médical. Alors, c'est paradoxal pour le fondateur de Doctissimo de dire ça, mais ma conviction, c'est que le pouvoir des patients va baisser. L'ère où les secrétaires allaient sur Doctissimo pendant l'heure du déjeuner se renseigner sur la maladie de leur enfant va être un peu plus compliquée avec le déluge d'informations qui est en train d'arriver. Et pour analyser un génome, ce n'est pas en allant sur Doctissimo qu'on va comprendre. Il faut des systèmes experts, il faut des ordinateurs puissants. Donc le pouvoir des patients risque paradoxalement de baisser. Tout ceci est bien sûr un risque majeur pour les médecins. Nous allons probablement assister à la paupérisation, à la marginalisation des médecins, à leur déclassement, à leur contournement. Le pouvoir médical va être profondément challengé par les technologies médicales dont j'ai parlé. Le système de santé va être rebooté par le data déluge et les professionnels de santé vont finalement être obligés d'outsourcer leur cerveau dans le cloud computing. On découvre chaque jour 100 000 nouvelles mutations génétiques. Chaque jour, on découvre 100 000 nouvelles mutations génétiques. Il est hors de question de les apprendre par cœur. Même Dr House ne pourra pas. Il y a des tas de questions, je vais passer très rapidement, qui vont se poser. Nous allons rentrer dans un monde de risques sans aléas. Nous aurons des risques, mais nous les connaîtrons très précocement. Cela bouleversera l'organisation du système de santé. Il est clair qu'il faudra demain que le patron du NIH aux États-Unis, c'est-à-dire le centre de recherche biomédicale aux États-Unis, ou le patron de l'INSERM en France, devra être séquencé. Le jour où il investira 300 millions de dollars sur un programme sur la maladie de Parkinson, on voudrait être certain qu'il n'est pas porteur de la mutation donnant la maladie de Parkinson et que son choix d'investir sur cette pathologie est désintéressé. De même qu'on vérifie le patrimoine des élus quand ils se présentent à l'élection à la présidence de la République, on vérifiera le génome des responsables de la recherche avant de leur donner les clés de leur poste. Qui va contrôler cette économie? Qui va contrôler cette médecine? Qui sera le Google du gène? Alors peut-être Google. C'est peut-être Google qui, par sa puissance financière et par sa puissance dans la maîtrise des algorithmes, va contrôler les algorithmes médicaux et va être au centre de la médecine NBIC. En tout cas, c'est le pari que fait Google en investissant massivement aujourd'hui dans la santé. Cette médecine de demain, elle ressemble davantage à la physique nucléaire et à l'astrophysique qu'à la médecine que j'ai appris dans les années 70-80. Elle a beaucoup changé. Le médecin héroïque qui, avec sa bite et son couteau, ce n'est pas obligé de traduire. C'est une expression typiquement française et un peu argotique. Le médecin qui soigne avec sa bite et son couteau aujourd'hui et à peine d'informatique ne fonctionne pas à l'ère de la technologie NBIC. On ne va pas retenir par cœur la totalité des séquences ADN de chaque patient. Il faut forcément des systèmes experts. Donc le système de médecin individualiste, artisan de génie, est condamné. La médecine devient collective
et elle devient baquée par des systèmes experts. Et d'ailleurs, demain, vous n'accepteriez pas plus de vous faire soigner par un médecin qui n'est pas adossé à un système expert qu'aujourd'hui, vous accepteriez de monter dans un Airbus ou un Boeing si on vous annonçait que le pilote va piloter à la main et à débrancher l'ordinateur de bord. Qui va manager tout ça? Qui va manager ces milliards d'informations génétiques? Ça, c'est le début du chromosome 17. Vous voyez, l'ADN, c'est un langage à 4 bases chimiques. ATCG, adénine, guanine, thymine, et puis le C, c'est la cytosine. Ça, c'est un tout petit bout d'un de nos 46 chromosomes. Et il y a comme ça 3 milliards 100 millions de lettres qui constituent notre identité génétique. Juste pour votre culture générale, quand vous avez une succession de A, c'est le témoignage de l'entrée dans notre ADN d'un virus il y a quelques centaines de millions d'années, puisque la moitié de notre ADN est constituée de virus qui se sont sédentarisés dans notre ADN, à peu près 45%. Mais qui ne sont plus pathogènes, qui n'entraînent pas de maladie, mais dont la séquence ADN est restée dans notre propre ADN. Donc on en a 1,4 milliard sur les 3 milliards. Le système de santé va être bouleversé et vous voyez bien que face à tous ces signaux génétiques que nous allons avoir, il va être nécessaire de hiérarchiser, de planifier, d'accompagner les patients, car il va bien falloir faire le tri entre toutes ces informations biologiques et génétiques dont va disposer le médecin des décennies qui viennent. Quelques mots de morale, quelques mots d'éthique. Ma conviction est que nous sommes sur un toboggan biotransgressif et que nous acceptons de plus en plus facilement les conséquences morales des technologies. Et qu'il n'y a pas de ligne rouge. C'est-à-dire que les lignes rouges sont des lignes Maginot. Les Français et les Allemands de la salle comprendront, les autres peut-être moins. Les lignes rouges sont de véritables lignes Maginot, elles ne tiennent pas. Si vous prenez depuis 50 ans un certain nombre de technologies, d'abord l'accouchement sans douleur. Ce n'est pas très compliqué comme technologie, mais ça a été une révolution que les femmes n'aient plus mal ou moins mal pendant l'accouchement. Dans les années 50, le pape a failli excommunier les médecins qui pratiquaient des exercices respiratoires chez la femme pour qu'elle souffre moins pendant la grossesse. Et oui, dans l'Ancien Testament, tu enfanteras dans la douleur. C'est le prix à payer pour avoir mangé la pomme. Le pape a renoncé in extremis à excommunier les médecins qui essayaient de diminuer les douleurs chez les femmes. In extremis. Aujourd'hui, même les chrétiens les plus intégristes acceptent de ne pas souffrir pendant la grossesse et acceptent la péridurale. À l'époque, ça semblait une transgression inacceptable. De même, pour la pilule, l'IVG, les transplantations d'organes, toutes ces technologies et ces techniques ont été jugées inacceptables à leur époque. Pour la transplantation d'organes, on a parlé de Frankenstein. Lors des premières fécondations in vitro, il y avait 85% des Américains qui étaient contre. Aujourd'hui, rien qu'en France, on en fait quelques centaines de milliers par an des fécondations in vitro. Les implants cochléaires, il y a eu des manifestations en France devant le ministère de la Santé pour s'y opposer. On considérait que de mettre un circuit intégré dans le cerveau des enfants était intolérable. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve ça normal. Ces technologies étaient inacceptables, elles sont aujourd'hui désirables, voire obligatoires. Et demain, nous accepterons la grossesse pour autrui, l'utérus artificiel, les thérapies géniques pour moins souffrir, moins vieillir, moins mourir. Nos normes morales, elles varient dans le temps, mais elles varient aussi dans l'espace. L'euthanasie est interdite en France. Interdite en France. Punie de prison. En Belgique, l'année dernière, petit pays de 10 millions d'habitants où j'habite, il y a eu 1432 euthanasies. On a même euthanasié en Flandre, il y a 3 mois, un jeune homme qui était un transsexuel dont l'opération avait raté. C'était un garçon qui était malheureux parce que sa maman voulait un garçon et il était une fille.
il s'est fait opérer quand il avait 18 ans pour correspondre à ce que sa maman souhaitait, c'est-à-dire un garçon. Donc il s'est fait fabriquer une verge à partir de l'utérus et du vagin. C'est une technique qui est utilisée maintenant. Et l'opération n'était pas très réussie, sa verge n'était pas très belle. Il l'a déprimé. Il a demandé à la commission en Belgique d'être euthanasié, il a obtenu le droit d'être euthanasié. En Belgique, on accepte de faire une euthanasie médicale à quelqu'un dont la verge a été ratée lors d'une opération de transformation. Et on trouve ça normal, à 200 km d'ici. Ici, on trouve ça anormal, à 200 km de là-bas. Depuis quelques jours, l'euthanasie est autorisée chez les mineurs en Belgique. Il s'en est fallu de peu que le texte de loi ne prévoit pas l'autorisation des parents. C'est-à-dire que l'euthanasie soit le fruit d'un accord entre l'enfant et les médecins, sans l'accord des parents. Et finalement, les chrétiens démocrates flamands et les chrétiens démocrates francophones ont exigé l'accord des deux parents. Mais ça a failli se faire sans l'accord des parents. Vous voyez que les normes morales, elles varient beaucoup dans l'espace et dans le temps. On imagine qu'il y a des lignes rouges morales. En réalité, les lignes rouges, elles changent d'un endroit à l'autre, elles changent dans le temps. Et demain, je le répète, pour moins mourir et moins vieillir, nous accepterons un déplacement permanent des lignes rouges morales. Alors là, il n'y a que les Français qui vont comprendre. Mais c'est pour vous montrer à quel point les normes morales changent. Jeannette Vermege-Thorez était députée du Parti communiste français. Elle était la femme de Maurice Thorez, le grand leader communiste progressiste, l'avant-garde du progrès. Et au moment du débat sur la pilule, Jeannette Vermege-Thorez a eu cette phrase magnifique. « Jamais le Parti communiste français n'acceptera que les femmes travailleuses forniquent comme les bourgeoises, non à la pilule. » Forniquer, pour la traduction, ça veut dire avoir des rapports sexuels hors mariage. Vous voyez que même les gens considérés comme progressistes, il y a 40 ans, étaient totalement opposés à quelque chose comme la pilule. Nos normes morales bougent très vite. Demain, elles vont bouger encore plus vite, parce que la technologie est là, parce que votre génération, la génération Nintendo, la génération numérique, n'acceptera aucune frustration et acceptera toutes les modifications biotechnologiques pour moins souffrir et pour moins vieillir. Aussi parce que ma génération à moi, qui est la génération du baby-boom, nous sommes en train de devenir tout doucement la génération Alzheimer. Ma génération est en train de devenir la génération Alzheimer. Et que finalement, quand on a une maladie d'Alzheimer, on a le choix entre deux solutions. Les maisons pour personnes âgées dépendantes bas de gamme, avec 3 changements de couche par jour, et les maisons pour personnes âgées dépendantes de luxe, avec 8 changements de couche par jour. Oui, il n'y a aujourd'hui pas de traitement dans la maladie d'Alzheimer. Je pense que ma génération, dans les 20 ans qui viennent, considérera que cette alternative est insuffisante et dira oui aux implants cérébraux contre l'Alzheimer, oui aux cellules souches contre l'Alzheimer, oui aux nanoparticules contre l'Alzheimer, oui aux thérapies géniques contre l'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer va favoriser l'effacement des barrières morales et va faire accepter énormément de transgressions biotechnologiques à ma génération, ce dont vous bénéficierez dans quelques décennies. Nous allons voir se construire au cours du XXIe siècle un nouveau pouvoir autour de ces technologies. Ce qui me paraît important, c'est que, sans nous être rendus compte, nous sommes déjà des transhumains. Nous sommes déjà des humains modifiés. La lunette, la contraception, le pacemaker, la prothèse de hanche, le cristallin artificiel quand on a une cataracte, c'est déjà un acte à minima, un acte transhumaniste. C'est l'acceptation, pour ne pas être malade, d'une bonification de notre corps. Et donc, nous considérons demain
qu'il vaut mieux être transhumain que mort. Et la conviction de votre génération, c'est effectivement qu'il vaut mieux être transhumain que mort, qu'il vaut mieux être génétiquement modifié que mort. Et vous accepterez beaucoup, de mon point de vue, de transgressions biotechnologiques. Le pouvoir NBIC, il est en train de se structurer autour de 4 acteurs. D'abord, les industriels des technologies NBIC, qui, comme on l'a vu, sont principalement situés autour de la zone Asie-Pacifique. Les associations de patients, qui effectivement pensent qu'il vaut mieux être transhumain que de mourir de sa myopathie. Les intellectuels transhumanistes, dont on a vu que beaucoup sont chez Google. Et puis les philanthropreneurs, c'est-à-dire les gens, les entrepreneurs riches qui investissent dans la recherche NBIC, comme par exemple le deuxième plus gros actionnaire de Microsoft, Paul Allen, qui a construit un centre absolument extraordinaire de recherche sur la génétique du cerveau et qui met sur Internet toutes les découvertes de son centre. Google est au centre de ce nouveau pouvoir. Google finance la Singularity University, qui est la principale université consacrée au NBIC dans le monde et qui forme des leaders transhumanistes. Le responsable du moteur de recherche, on l'a vu, est le patron de cette université et c'est également le pape mondial du transhumanisme. Et les dirigeants de Google sont passionnés de génétique et de médecine, c'est pour ça qu'ils ont créé Calico pour lutter contre la mort. Tout ceci ne se fera pas sans conflit politique. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y aura pas d'opposition entre les bioconservateurs et les transhumanistes, comme les dirigeants de Google. Les bioconservateurs, dont le principal est sans doute Francis Fukuyama, qui était le conseiller de George Bush, du président Bush, les bioconservateurs considèrent qu'il ne faut pas utiliser les technologies NBIC pour changer l'homme et qu'il vaut mieux mourir à 75 ans sans les NBIC que de mourir à 150 ans avec les NBIC. Les bioprogressistes, les transhumanistes, ont une vision totalement opposée. Je n'exclus pas qu'il y ait dans les décennies qui viennent des oppositions violentes entre les bioconservateurs et les bioprogressistes. Les États, les systèmes politiques vont faire face à des contradictions majeures. Faut-il appliquer le principe de précaution et arrêter les thérapies géniques? Mais cela veut dire que les myopathes vont rester myopathes. Et les parents ne l'accepteront pas. Faut-il considérer que le cerveau est un sanctuaire et qu'il ne faut pas utiliser les technologies NBIC pour modifier notre cerveau? Mais auquel cas, ça veut dire que nous acceptons le maintien des inégalités. L'équivalent du cerveau sanctuaire, ça veut dire les cons doivent rester cons. Et nous ne les aiderons pas, grâce à la technologie, à devenir plus intelligents. Sommes-nous propriétaires de notre patrimoine génétique et avons-nous le droit de tout savoir tout de suite? Peut-être, mais d'apprendre à 18 ans qu'on risque de faire une dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une destruction de la rétine à partir de 80 ans, ça peut être frustrant, c'est bon pour les ventes de Prozac, mais ce n'est pas forcément bon pour le moral. La DMLA, c'est important. Je vous rappelle, 15 sur 3 d'entre vous aura une DMLA à partir de 80-85 ans. Donc la DMLA, ça rend aveugle par destruction du centre de la rétine. 1 sur 3, j'espère que ce ne sera pas le même que celui qui aura le cancer. Un sur 3, c'est beaucoup, beaucoup. Faut-il faire un moratoire sur les technologies NBIC? Mais ça voudra dire que nous serons vassalisés par les pays qui maîtriseront ces technologies? Nous, Européens, qui sommes déjà plutôt technophobes? Faut-il chercher à imposer nos valeurs? Ça va être assez compliqué parce que d'aller expliquer aux Chinois qu'il ne faut pas faire de neurogénétique, ils risquent de le prendre assez mal. Et vu l'augmentation de la puissance militaire chinoise et la baisse du potentiel militaire européen, il va être assez compliqué de bombarder Shanghai. Votre siècle va être immergé dans une multitude d'enjeux qu'on a essayé de passer en revue rapidement.
Comment allons-nous arbitrer le conflit entre les conservateurs et les transhumanistes? Comment développer une éthique pérenne? Quels choix moraux faire? Jusqu'où faut-il aller dans ces technologies-là? Faut-il augmenter l'homme? Faut-il accepter l'eugénisme? Quel droit avons-nous de modifier le futur? Avons-nous le droit de modifier l'humanité pour en faire en permanence une version bêta, comme un logiciel que l'on modifie en permanence pour faire reculer la vie, la mort et la maladie? Toutes ces questions, ce sont les questions que vous allez avoir à affronter en tant que citoyen et en tant que manager dans les décennies qui viennent. Ma conviction est que l'espérance de vie va beaucoup augmenter et que la flèche rouge était la bonne dans les scénarios d'augmentation de l'espérance de vie. Quelqu'un qui naît aujourd'hui, 2012, 2013, 2014, qui naît ou qui est petit aujourd'hui, n'aura que 90 ans en 2103. Vous imaginez la puissance technologique en 2103. Quelqu'un qui naît aujourd'hui va bénéficier de la technologie médicale de 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080. Il est très probable qu'en 2100, quand cet enfant qui vient de naître aura 90 ans, à peine, l'espérance de vie sera déjà beaucoup plus longue, peut-être 150, 180 ans. De quoi atteindre 2150, 2200, et de bénéficier là encore de beaucoup d'innovations biotechnologiques, et de proche en proche de vivre longtemps. Oui, ma conviction profonde est que la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Pas avec la technologie de 2014, mais avec toutes les technologies des décennies qui viennent. La mort de la mort est probablement ce qu'il y a de plus vertigineux dans le XXIe siècle. Il n'y a pas que moi qui y crois. Time en a fait sa couverture il n'y a pas si longtemps que ça. Cette fusion de la vie et de la technologie pour faire reculer la mort va être extrêmement troublante et ne va pas se faire sans conflit, ne serait-ce que des conflits moraux et religieux. Ces nanobiotechnologies nous emmènent-elles inexorablement vers une espèce de trou noir technologique? Y a-t-il un déterminisme technologique qui nous conduit nécessairement vers la victoire des technologies NBIC? Jusqu'à ce que le patron de Sun et le fondateur du langage Java écrivait dans Wired « Le futur n'a probablement pas besoin de nous ». L'idéologie de la revue Wired, qui est une idéologie profondément progressiste sur le plan technologique et transhumaniste, va-t-elle s'imposer? Allons-nous nécessairement vers une civilisation de recul de la mort et de progrès permanent des technologies NBIC? La prophétie transhumaniste qui veut que dès le XXIe siècle, nous ferons reculer la mort grâce à la technologie, va-t-elle se réaliser? Ce n'est pas sûr. Entre les bioconservateurs et les transhumanistes, la partie n'est pas gagnée, et peut-être que les forces obscurantistes vont gagner. Car ce XXIe siècle, il va être profondément vertigineux. Nous allons manager notre ADN, nous allons créer la vie artificielle, piloter notre cerveau, lutter contre la mort de façon de plus en plus efficace. Et il est possible que les opposants à la technologie l'emportent, et le XXIe siècle ne sera pas forcément celui de la technologie NBIC triomphante. Ce pourrait aussi être le retour de l'obscurantisme, comme au Mali, il y a quelques mois, avant l'intervention des troupes françaises, pour lutter contre les forces islamistes. Je vous remercie.